Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on va prendre le temps de bien comprendre ensemble certaines règles et certaines valeurs qui sont vraiment très importantes pour la vie en France. Ce sont des connaissances qui sont essentielles à maîtriser, surtout si on se prépare pour un entretien civique. On va donc parler de choses fondamentales, les droits de chacun, les devoirs aussi, et surtout la manière dont la loi protège chaque personne. Alors voilà le programme qu'on va suivre. D'abord, on va regarder de près ce qui est strictement interdit, notamment tout ce qui touche à l'exploitation des personnes et à la prostitution. Ensuite, deuxième point, on apprendra à bien identifier les différentes formes que peut prendre la violence et surtout, on verra comment agir face à ça. Après, on se penchera sur les lois qui protègent spécifiquement les enfants, puis on abordera un droit absolument fondamental, celui de protéger son propre corps, avec la notion de consentement. Et pour finir, on parlera d'un devoir qui nous concerne tous, la protection de l'environnement. Allez, c'est parti pour notre première section. On va parler des interdictions, c'est-à-dire de ce qui est formellement, absolument interdit par la loi française, pour protéger la dignité de chaque personne. Il faut vraiment bien comprendre ces règles. Pourquoi ? Parce qu'elles sont au cœur même des valeurs de la République. On peut dire que ce sont des principes sur lesquels on ne peut pas discuter. Ils sont non négociables. Alors, commençons par un sujet très sérieux, la traite des êtres humains. Qu'est-ce que c'est exactement ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, la loi est très claire là-dessus. C'est le fait de recruter une personne, de la transporter ou de l'héberger dans un seul but, l'exploiter pour gagner de l'argent. Pour le dire simplement, c'est quand on traite une personne comme une marchandise, un objet pour en tirer un profit. Et cette exploitation, elle peut prendre plusieurs formes, attention. Ça peut être de l'exploitation sexuelle, ça peut être du travail forcé, c'est-à-dire obliger quelqu'un à travailler dans des conditions où il n'est pas libre de partir. Ça peut même aller jusqu'à des conditions qui ressemblent à de l'esclavage. Ou encore, ça peut être le fait de forcer une personne à mendier dans la rue pour lui prendre ensuite l'argent. Ce qu'il faut absolument retenir, le point le plus important, c'est que la traite des êtres humains en France, ce n'est pas juste une petite infraction. Non, c'est un crime grave. La République française est très claire. Elle ne tolère, sous aucun prétexte, aucune forme d'exploitation d'une personne par une autre. C'est une interdiction totale, formelle, et il n'y a absolument aucune exception. Maintenant, un autre sujet, la prostitution. La définition est assez simple à comprendre. C'est quand il y a un échange d'un acte sexuel contre de l'argent. Mais, et c'est ça qui est vraiment très important à comprendre dans la loi française, la question c'est qui est puni ? Eh bien, la loi ne punit pas la personne qui se prostitue. Au contraire, elle la considère le plus souvent comme une victime d'un système, d'une situation d'exploitation. Alors, qui est puni ? La loi punit deux types de personnes. D'abord, le client, c'est la personne qui paie pour avoir un acte sexuel. Et ensuite, le proxénète, c'est la personne qui organise tout ça, qui encourage la prostitution et qui en tire de l'argent. Et il faut aussi savoir, c'est une information importante, qu'il existe des aides, des associations pour accompagner les personnes qui veulent sortir de la prostitution. Et cette phrase, elle résume parfaitement la loi. Je la lis, l'achat d'actes sexuels est interdit en France. C'est une règle de base, un principe fondamental. Donc, pour que ce soit bien clair, c'est l'acte d'acheter qui est interdit, qui est un délit, pas l'acte de se prostituer. Cette différence, elle est essentielle parce qu'elle montre bien l'objectif de la loi française. D'un côté, protéger la personne qui est en situation de prostitution et de l'autre, sanctionner celui qui profite de cette situation, le client. Bien, on vient de voir les interdictions les plus importantes. On passe maintenant à notre deuxième grande partie. Quand on pense au mot violence, souvent l'image qui vient en tête, ce sont les coups, les blessures, la violence physique. Mais la loi française va beaucoup plus loin que ça. Elle protège les personnes contre toutes les formes de violence et c'est vraiment important de savoir les reconnaître. Elles peuvent être physiques, bien sûr, mais elles peuvent aussi être psychologiques ou même économiques. Regardons ça plus en détail. D'abord, la violence psychologique. Qu'est-ce que c'est ? Ce sont tous les comportements, toutes les paroles qui ont pour but d'humilier une personne, de la rabaisser, de lui faire perdre confiance en elle. Par exemple, des insultes répétées tous les jours, des menaces, des critiques qui n'arrêtent jamais. Un exemple très grave, c'est quand quelqu'un confisque les papiers d'identité d'une autre personne pour la contrôler. Ensuite, il y a la violence physique. Là, la définition est simple et claire. C'est n'importe quel geste qui est fait pour blesser. Attention, une simple gifle est une violence physique interdite par la loi. Un coup de poing, bien sûr, mais aussi le fait de pousser quelqu'un violemment ou de lui tirer les cheveux. Et enfin, une forme peut-être moins visible mais tout aussi grave, la violence économique. Ça arrive souvent dans un couple. C'est quand une personne prend le contrôle total de l'argent de l'autre pour la dominer. Par exemple, contrôler chaque dépense, interdire à son partenaire d'avoir son propre compte en banque ou lui prendre son salaire.
Bon, maintenant qu'on sait mieux identifier les violences, la question suivante est essentielle. Comment est-ce qu'on agit? Que faire? Parce que l'on soit directement victime ou que l'on soit témoin d'une scène de violence, il ne faut surtout pas rester sans rien faire. Il existe en France des solutions, des aides, des systèmes pour protéger et accompagner les gens. Voyons ensemble comment ça marche. Si une personne est victime de violence, la toute première chose à faire, la plus difficile mais la plus importante, c'est de briser le silence. Il ne faut surtout pas rester seul ou seul avec sa souffrance. Le premier pas, c'est d'en parler. À un ami, à un membre de sa famille, à son médecin, à un travailleur social, peu importe, mais il faut parler. C'est ce qui permet de sortir de l'isolement. La deuxième étape, c'est de chercher de l'aide professionnelle. Il y a partout en France des associations spécialisées qui proposent une aide gratuite et totalement confidentielle. Elles peuvent offrir un soutien psychologique pour se reconstruire, des conseils juridiques pour connaître ses droits ou une aide sociale pour trouver un logement d'urgence par exemple. C'est important de le savoir, on peut recevoir toute cette aide sans être obligé de porter plainte. La confidentialité est totale. Enfin, la troisième étape possible, c'est de signaler les faits officiellement. Ça s'appelle porter plainte. On peut le faire dans n'importe quel commissariat de police ou brigade de gendarmerie. Et s'il y a une chose à retenir, une certitude absolue, c'est celle-ci. La victime de violence n'est jamais, au grand jamais, responsable de ce qui lui est arrivé. La honte et la culpabilité doivent changer de camp. La responsabilité, c'est toujours et uniquement celle de la personne qui commet les violences. C'est un principe fondamental de la loi et de la société française. Et si on est témoin alors, on a un rôle important à jouer. Mais la règle numéro 1, c'est de ne jamais se mettre soi-même en danger. La priorité, c'est sa propre sécurité. Alors que peut-on faire ? D'abord, si c'est possible, on peut écouter la victime, lui montrer qu'on la croit, qu'on la soutient, c'est déjà énorme. Ensuite, on peut l'aider à trouver de l'aide, lui donner un numéro de téléphone, le nom d'une association. Mais attention, sans jamais la forcer à faire quoi que ce soit. C'est sa décision. Si la violence est en train de se passer, juste devant nous, la règle d'or, c'est on ne joue pas les héros. On ne s'interpose pas physiquement si c'est risqué. La bonne chose à faire, c'est de s'éloigner pour se mettre en sécurité et d'appeler immédiatement la police, le 17. Enfin, le témoignage est très précieux. Si la victime décide de porter plainte, le témoignage d'une personne qui a vu ou entendu quelque chose peut être décisif pour la justice. Justement, voici les numéros à connaître par cœur et même à enregistrer dans son téléphone. Le 17, c'est le numéro direct de la police ou de la gendarmerie pour une urgence immédiate. Le 112, c'est le numéro d'urgence valable dans toute l'Europe. On peut l'appeler pour n'importe quel type d'urgence. Le 3919, c'est le numéro national pour les victimes de violences conjugales. L'appel est anonyme, gratuit et ne figure pas sur les factures de téléphone. Le 119, c'est Allo enfant sans danger pour signaler toute situation préoccupante concernant un enfant. Et enfin, le 3018, c'est le numéro pour le harcèlement, notamment le harcèlement scolaire et en ligne. Très bien. On enchaîne avec une protection qui est particulièrement renforcée par la loi française, celle des enfants. La société française part du principe que les enfants sont des personnes particulièrement vulnérables. La loi est donc extrêmement stricte pour garantir leur sécurité, leur protection et leur bon développement. Quand on parle de maltraitance des enfants, on parle de plusieurs choses. Il y a bien sûr les violences physiques et sexuelles qui sont des crimes, mais la loi inclut aussi la violence psychologique, crier tout le temps sur un enfant, l'humilier, le menacer. Tout ça, c'est de la maltraitance. Il y a aussi ce qu'on appelle la négligence. C'est le fait de ne pas s'occuper correctement d'un enfant, de ne pas répondre à ses besoins fondamentaux comme la nourriture, l'hygiène, les soins médicaux. Et il y a un point très important qui est spécifique à la loi française. Ce qu'on appelle les violences éducatives ordinaires sont interdites. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Ça veut dire que donner une fessée, une claque ou une gifle à un enfant est interdit par la loi, même si les parents pensent que c'est pour son éducation. En France, la violence n'est jamais considérée comme une méthode d'éducation acceptable. Une autre forme de violence qui touche spécifiquement les enfants et les adolescents, c'est le harcèlement scolaire. Pour qu'on puisse parler de harcèlement, il faut deux choses. Des actes qui se répètent et un rapport de force déséquilibré, avec un élève qui subit et un ou plusieurs autres qui agissent. Ces violences répétées peuvent être des moqueries, des insultes ou le fait de mettre un élève à l'écart, de l'exclure volontairement d'un groupe. Ça peut aussi être des violences physiques comme des bousculades ou des coups. Ces actes peuvent avoir lieu dans l'école, mais aussi sur le chemin de l'école ou de plus en plus sur Internet et les réseaux sociaux. Et il faut bien comprendre la gravité de ce phénomène. Le harcèlement scolaire, ce n'est pas juste une dispute d'enfants ou des taquineries, non. C'est un délit. Ça veut dire que c'est une infraction qui est reconnue comme grave et qui est punie par la loi pénale. Les responsables de harcèlement, même si elles sont mineures, peuvent être sanctionnés par la justice. Après la protection des plus jeunes, on va aborder un droit qui est fondamental pour chaque personne, quel que soit son âge. Le droit de disposer de son propre corps.
C'est un principe essentiel qui est au cœur de la lutte contre les violences sexuelles. Et pour bien comprendre ce principe, on doit absolument parler d'une notion centrale, le consentement. Alors, qu'est-ce que le consentement, en particulier dans une relation intime? C'est simple. Pour tout acte sexuel, il faut un oui. Et ce oui doit être clair, libre et enthousiaste. Regardons bien. Le silence de quelqu'un, ce n'est pas un oui. Le fait de ne pas dire non, ce n'est pas un oui non plus. Le consentement doit être explicite, avec des mots ou des gestes clairs. Il doit aussi être mutuel, les deux partenaires doivent être d'accord en même temps. Et puis, il est temporaire. Ça veut dire qu'on peut dire oui à un moment et dire non 5 minutes plus tard. On a le droit de changer d'avis à n'importe quel moment et l'autre doit respecter ça. Enfin, pour être valable, le consentement doit être libre. Si une personne est sous l'influence de l'alcool ou de la drogue, si elle dort ou si elle est inconsciente, elle n'est pas en état de consentir. Tout acte sexuel qui est commis sans un consentement clair, c'est une violence. La loi appelle ça une agression sexuelle ou un viol. Il existe une autre forme de violence extrême qui vise spécifiquement le corps des filles et des femmes. Ce sont les mutilations sexuelles féminines, comme l'excision. La loi définit ça comme toute intervention qui consiste à enlever une partie ou la totalité des organes génitaux externes d'une femme sans aucune raison médicale. C'est considéré comme une violation gravissime des droits humains. Les conséquences sur la santé physique, psychologique et sexuelle sont terribles et durent toute la vie. La position de la France sur ce sujet est d'une fermeté absolue. Ces pratiques sont des crimes. Elles sont interdites et très lourdement punies par la loi. C'est important de savoir que la justice française peut poursuivre et condamner les auteurs, même si la mutilation a été faite dans un autre pays, sur une enfant qui vit en France. Aucune tradition, aucune coutume, aucune religion ne peut être utilisée comme excuse pour justifier ces actes. Bien, on a beaucoup parlé d'interdiction, de protection des personnes contre la violence. Pour terminer, on va changer de sujet et aborder quelque chose qui n'est pas une interdiction, mais au contraire un devoir positif et collectif. C'est la protection de notre environnement. C'est une responsabilité qui est partagée par toutes les personnes qui vivent sur le territoire français, sans exception. Cette phrase que l'on voit, ce n'est pas juste un conseil ou une recommandation. Elle vient d'un texte très important qui s'appelle la Charte de l'environnement. Et cette charte, elle a la même valeur juridique que la Constitution ou la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Ça veut dire que le devoir de protéger la nature, de préserver notre planète, est inscrit au plus haut niveau du droit français. C'est une obligation fondamentale qui nous concerne toutes et tous. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut relier ce devoir de protection de l'environnement aux 3 grandes valeurs de la République. D'abord, la liberté. C'est notre liberté de choisir un mode de vie plus responsable, par exemple en décidant de prendre les transports en commun plutôt que la voiture ou de faire attention à sa consommation d'énergie. Ensuite, l'égalité. C'est l'idée que tout le monde, riche ou pauvre, où qu'on habite, a le droit de vivre dans un environnement sain, de respirer un air qui n'est pas pollué, de boire une eau propre. Et enfin, la fraternité. Et si la fraternité, c'est la solidarité, pas seulement entre nous aujourd'hui, mais aussi avec les générations qui viendront après nous. On a le devoir de leur laisser une planète en bon état. Et concrètement, au quotidien, comment ça se traduit? Eh bien par des gestes très simples. Bien trier ses déchets, lutter contre le gaspillage alimentaire et bien sûr respecter les espaces publics en ne jetant rien par terre, que ce soit dans un parc, dans la rue ou dans la nature. Voilà, nous arrivons au terme de ce parcours. La question qui s'affiche est une invitation à réfléchir. Que ce soit en disant non à la violence, en respectant le corps et le consentement des autres, ou en prenant soin de notre environnement, chaque geste que l'on pose au quotidien a son importance. C'est la somme de toutes ces actions individuelles qui permet de construire, jour après jour, une société plus juste, plus sûre et plus respectueuse pour tout le monde.